Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présent à ce cours. Et tout d'abord, permettez-moi de m'excuser de ne pas être physiquement présent avec vous et de ne pas vous présenter directement ce cours moi-même. Alors d'abord, je ne suis pas ici présent parce que c'est un cours en visio, et en même temps, je ne suis pas présent moi-même puisque je n'étais pas disponible au moment du cours. Donc j'ai vu avec Yann pour pouvoir éventuellement l'enregistrer et vous le passer directement. Alors ça sera moins interactif, enfin même pas du tout interactif pour tout dire, mais au moins ça vous permet d'avoir cours. Voilà, je suis absolument désolé, je voulais vous présenter quand même mes excuses sur ce point. Alors, quel est le sujet du cours aujourd'hui? C'est le TDAH et puis au fond, c'est les diagnostics. Vous le savez peut-être, je suis Olivier Bonneau, je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et j'ai eu le plaisir de diriger un groupe de travail assez important qui nous a occupés pendant plus d'un an pour mettre en place des recommandations de la Haute Autorité de Santé que vous pouvez trouver en ligne très facilement sur le site, sur le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pourquoi il y a eu des recommandations pour ça? Bah, pour plusieurs raisons, et on en parlera un tout petit peu ensemble. En particulier parce que le diagnostic souffre quand même d'un manque de reconnaissance, y compris en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Je ne parle pas de la psychiatrie adulte où il est mal connu, très mal connu, et d'ailleurs il le sera plus du tout mal connu après ce DU que vous avez en ligne et qui est, je crois, beaucoup suivi. Mais il est chez l'enfant et l'adolescent, il y a encore un certain nombre de gens d'abord qui connaissent mal ce diagnostic, parfois d'ailleurs qui n'y croient pas beaucoup. Il y a toutes sortes de discussions et vous avez, je l'ai vu dans le programme, des cours sur l'épidémiologie où on montre très bien que, au fond, la prévalence de ces troubles ne diminue pas, ne monte pas non plus, enfin, en tout cas qu'il ne se passe rien de dramatique qui éventuellement pourrait expliquer une sorte d'épidémie, soit une épidémie pour diverses raisons, soit une épidémie de diagnostic dans le sens où finalement on ferait des diagnostics de manière totalement exagérée. Donc ça, c'est un élément important. Et le deuxième élément qui est très important, c'est que il y a également une difficulté à faire ce diagnostic dans le sens où les signes du diagnostic, que sont au fond l'impulsivité, l'hyperactivité quand elle est présente et le trouble de l'attention, sont assez ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on va le retrouver chez plein de gens. On a communément l'habitude de dire en psychiatrie que quand on se retrouve un peu partout dans tous les cours, c'est une bonne chose. C'est quand on se retrouve que dans un seul cours que c'est un problème. Bah, là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tout le monde est un peu hyperactif sur le plan moteur à un certain moment ou sur le plan psychique. Tout le monde est un peu impulsif, tout le monde est un peu distractible, mais que bon, ça dépend vraiment de l'intensité. Et au-delà de ça, un des enjeux principaux et qui nous occupera pendant une bonne partie du cours, c'est la question des troubles qu'on appelle diagnostics différentiels et des troubles comorbides. Et là où il y a une complexité dans le TDAH, c'est que le diagnostic différentiel, comme les comorbidités, bah, c'est un peu les mêmes. Et donc, en fait, c'est pas toujours très facile de faire ce diagnostic. Et du coup, pour arriver à faire le diagnostic convenablement, on peut s'aider de toutes sortes d'échelles ou autres. Il faut surtout être bon cliniquement. Il faut surtout avoir le temps et faire vraiment de la sémiologie. Et de faire à la fois de la sémiologie tout de suite, de ce qu'on voit, de ce qu'on observe, une sorte de photo finish de la situation actuelle, mais qui dit photo finish dit parcours, et il faut avoir une idée aussi de la façon dont on est arrivé là, et donc avoir une anamnèse développementale de qualité. Et puis, au-delà, il faut toujours se rappeler, on l'évoquera aussi lors de ce cours, que les signes psychiatriques sont finalement souvent des signes qui ne permettent pas, juste en les observant, d'avoir une vision très claire, parce qu'en fait, ils ont plusieurs significations. Je vais vous prendre un exemple simple. Si je me tapote comme ça, soit effectivement c'est parce que je veux vous dire quelque chose et que je voudrais pas le dire avec ma voix et que je voudrais vous faire comprendre quelque chose par une gestuelle, parce que je suis d'origine italienne et que je parle avec mes mains. Soit c'est parce que je suis un petit peu énervé, un petit peu tendu, peut-être même un peu anxieux.
Soit c'est parce que j'ai une stéréotypie et que je suis au fond autiste et que j'ai besoin de faire un geste répétitif sans me rendre compte, soit j'ai un tic qui fait que je fais ce geste voilà, de manière un peu automatique, mais que je n'en ai pas vraiment besoin, voire même que je considère qu'il est tout à fait anormal. Soit bah, je pourrais avoir un TOC et me dire que je dois, avant de parler, taper 6 fois ou 7 fois selon un rythme très déterminé pour pouvoir dire quelque chose d'intelligent, soit. Et on a plusieurs manières de l'interpréter. Comment on peut faire la différence? Il ne s'agit pas de noter simplement le signe comme ça, il s'agit ben, également de dire de trouver le sens. Alors, la psychopathologie est une manière de trouver le sens, la mentalisation en est une autre, la phénoménologie pouvait aussi en être une. En tout cas, il y a un moment donné où il faut quand même discuter avec les gens pour savoir pour quelles raisons ils font des sens. Ils font les signes. Et du coup, l'aspect développemental, les éléments cliniques de départ et les aspects, au fond, pour quelles raisons ce signe apparaît, ce signe clinique apparaît, sont les éléments qui nous permettent de faire le diagnostic. Et donc, qui vont nous permettre de distinguer entre ce qui est un élément pathologique du signe et un élément éventuellement qui n'est pas pathologique, mais qui appartient à une autre pathologie ou qui d'ailleurs n'a aucun sens particulier. Donc voilà un peu les enjeux de ce cours. Donc c'est un élément important. Donc c'est quelque chose voilà, qui compte beaucoup et qui nécessite un petit peu voilà, de réfléchir un peu. Et c'est pour ça qu'on va essayer de prendre ce temps sur quelque chose qui pourrait être assez simple, parce que sinon le diagnostic, très franchement, une échelle et 3 signes cliniques et on peut y arriver. Reprenons donc maintenant le fil de nos pensées et rentrons dans le vif du sujet pour faire court. Oui, je vous fais un petit peu d'animation quand même. Donc, allons-y. Donc, ce cours est basé globalement sur les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, celles qui viennent de sortir. J'ai évidemment quelques liens d'intérêt, comme tout à chacun. Pas grand-chose pour le TDAH, en tout cas pas de l'époque des recommandations. J'ai pas mal travaillé avec des laboratoires de maladies rares, notamment sur les maladies neurométaboliques. Donc pas grand-chose, même s'il existe des maladies neurométaboliques associées aux troubles psychiatriques et au TDAH en particulier, bien que ça puisse être assez discutable parce que souvent c'est des travaux qui sont faits par des collègues qui ne sont pas psychiatres et pour lesquels la moindre agitation dans l'ensemble ressemble grandement à un TDAH. J'ai coordonné un certain nombre d'études cliniques dans le service avec des laboratoires, aucun qui a un traitement pour le TDAH, beaucoup pour la dépression, les schizophrénies, et pas mal dans les troubles du spectre de l'autisme, où finalement, ça, il y a un peu comme ça quelques projets. J'ai écrit un livre avec Laurence Olivier, qui était orthophoniste dans le service où j'étais avant, sur le TDAH, ce qui correspond à une sorte de lien d'intérêt, bien sûr. Au passage, je vous encourage à l'acheter, il est vraiment super bien. Rassurez-vous, je ne gagne pas grand-chose dessus. Essayez d'éditer, de faire un bouquin, vous verrez. Finalement, déjà, on n'en vend pas beaucoup, et puis quand on en vend, de toute façon, on touche très peu d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre un peu? On va parler du trouble de manière générale quand même. Vous montrer à quel point il y a un impact majeur, notamment dans la vie des enfants et des adolescents, et également de leur famille. Parler effectivement du traitement en particulier, et puis bien sûr, on parlera du diagnostic. Voilà, je passerai un peu sur un certain nombre de détails. Je vous rappelle que c'est 5% de la population des enfants et des adolescents et que la littérature, vous le verrez, vous aurez de toute façon cette présentation. Vous pourrez cliquer sur les petits liens en bleu. Il y a tous les DOI. Et en fait, toute la littérature vraiment très, très actualisée nous permet de montrer qu'on a 5% dans globalement tous les pays du monde. Et c'est ça qui est quand même très intéressant parce que à un moment donné, on pouvait avoir ce fantasme qu'il y avait une épidémiologie très variable et qu'au fond, ça dépendait un peu de la façon dont les gens étaient fixés sur les questions éducatives. Et en réalité, c'est pas le cas. Mais alors pas du tout, puisque dans tous les pays, on a à peu près cette prévalence et elle reste existante. Bon, je vous rappelle, peut-être pas la peine que les troubles du spectre, enfin le TDAH est à l'intérieur des troubles du neurodéveloppement, et ça c'est pas rien. Cette fixation de ce TDAH à l'intérieur des troubles du neurodéveloppement est évidemment un élément important qui en fait aujourd'hui qu'on a bien compris que c'était un trouble du développement de l'attention, des capacités attentionnelles de l'utilisation de ces ressources, à la fois des capacités et de l'utilisation de ces capacités ou de ces ressources attentionnelles, et que c'est en ça que c'était un trouble du développement
Si on le met par rapport à d'autres troubles, on voit que c'est quand même des troubles qui sont extrêmement fréquents, y compris à l'intérieur de la psychiatrie, mais également dans la médecine en général, et que ça vaut le coup qu'on s'y intéresse pas mal. C'est pas une mode, c'est aussi pour ça qu'on a fait ces recommandations. C'est décrit depuis très longtemps, ça existe, ça a pris plusieurs types de noms, ça n'augmente pas, on vient de le dire. C'est pas les parents, bien sûr. Et c'est un élément important parce que et c'est un diagnostic différentiel, on va le voir avec ce qu'on appelle les troubles de l'attachement. C'est à la fois un diagnostic différentiel et un diagnostic associé. Ça veut dire que le fait d'avoir des difficultés dans son fonctionnement, dans la dynamique familiale, y compris d'ailleurs des situations familiales difficiles ou des carences éducatives, voire même des abus ou des maltraitances, n'élimine pas le fait d'avoir un TDAH. Et je dirais même plus, d'une certaine manière, quand on a un TDAH, il y a plus de chances qu'il nous arrive ce genre de choses, mais ça n'élimine pas. Et ça, c'est un élément important. Ça veut dire que cliniquement, si vous êtes dans un examen clinique et que vous trouvez un dysfonctionnement familial, il ne faut pas s'arrêter là en disant ah, ben, il y a un dysfonctionnement familial, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est donc ça qui est la cause de tout. Non. Ce n'est pas ça qui est la cause de tout, ça n'empêchera pas, ça n'élimine pas. Donc, on doit continuer à faire la recherche. Et évidemment, ce n'est pas tous les enfants ne sont pas distractibles par nature, tout ça, on va le voir, c'est évidemment un élément différent. Sur le plan d'historique, je vous rappelle quelques éléments qui me semblent importants. L'apparition, effectivement, dans le DSM sous la forme des troubles du neurodéveloppement qui est très importante, mais effectivement des descriptions dans la littérature qui datent au moins du siècle dernier, peut-être même du siècle encore d'avant, où c'était effectivement très commun, très connu et très habituel, et que on en parlait. Alors évidemment, on ne lui donnait pas complètement le temps. Petit à petit, c'était des enfants instables, des enfants turbulents. On est venu surtout à l'hyperactivité, ce qui a été longtemps quelque chose qui a collé à l'hyperactivité, parce qu'on a dit, ah ben, c'est des enfants hyperactifs, on appelle ça hyperactivité uniquement, avant de faire venir la question du trouble de l'attention, essentiellement dans l'arrivée dans les années 80, dans le DSM 3 et non pas 2, qui en permet évidemment de faire un grand pas dans la caractérisation de ces troubles. Les pourcentages de troubles, vous voyez, c'est quand même un trouble fréquent. Alors voilà, passons aux signes cliniques. Alors les signes cliniques, en fait, ils sont assez simples, on va les voir. C'est au fond un descriptif que vous connaissez, c'est le déficit de l'attention, on va les décrire les uns derrière les autres, la distractibilité, l'impulsivité, c'est important, être impulsif, c'est pas la même chose qu'être irritable, c'est pas la même chose qu'être agressif, c'est pas la même chose d'être vif ou autre, il y a vraiment des caractéristiques là-dedans. L'hyperactivité motrice, parfois psychique, et notamment puisque c'est un DU, TDAH, enfant, adolescent, adulte, hein, et donc on est chez l'enfant et l'adolescent, mais pour les adultes, on sait que l'hyperactivité psychique, c'est-à-dire le fait de passer, d'être fatigué de soi-même, d'être l'impression de ne pas contrôler sa propre pensée est vraiment un élément très important. Et de plus en plus, on parle de la dysrégulation émotionnelle. Alors on en parlera un peu. La dysrégulation émotionnelle, ça fait partie de ces entités sémiologiques un peu complexes. Pourquoi un peu complexes? Bah, probablement parce que le mot est facile, en fait. Enfin, et dysrégulation émotionnelle, ça parle à tout le monde. On se dit, il y a une mauvaise régulation du contrôle des émotions. Et donc, je vais trouver tout d'un coup une sorte d'excitation dans des circonstances particulières et je ne vais pas arriver à gérer les choses. C'est un peu comme résilience, vous voyez. Le terme est un peu commun, facile à utiliser. On se dit, ah bah oui, alors. Et on l'utilise un peu à tout bout de champ. C'est un peu comme trouble de l'attachement. L'attachement, c'est facile. Alors, on a compris à peu près de quoi il retournait. On n'a pas bien trop lu le concept. Mais au fond, on se dit, bah, il n'était pas bien attaché à sa maman quand il était petit. Eh bien, en fait, la dysrégulation, c'est un peu pareil. Alors, il y a un trouble en psychiatrie qui a fait son apparition il y a quelques années, qui est le trouble de la dysrégulation émotionnelle, qui est une sorte de rage qui n'a pas grand-chose à voir, enfin, qui n'a rien à voir avec le TDAH. Et puis, il y a des difficultés de régulation émotionnelle, parfois liées à la lecture des émotions, parfois liées à la gestion des émotions, ce qui est quand même un petit peu différent, qui peut se retrouver, qui est plus une dimension. Et donc, c'est pas aussi simple que ça. La tendance à vouloir le mettre dans le TDAH, je pense qu'on va y arriver parce qu'il y a une pression très forte, me semble, moi, alors c'est vrai qu'il y a une dysrégulation émotionnelle à ces enfants, que c'est assez net, elle est quand même très peu spécifique du TDAH. Elle est effectivement courante, mais elle est courante un peu partout et elle nécessite presque une prise en charge à part. Donc, c'est pas inintéressant qu'elle soit
qu'elle apparaisse dans les éléments diagnostiques du TDAH, pour laquelle elle n'en est pas pour l'instant, hein, mais elle pourrait le venir, elle va le venir. Mais c'est également important de penser que c'est pas juste ça. Parce que sinon, la crainte que je pourrais avoir, je ne suis pas le seul, hein, c'est que la dysrégulation émotionnelle emporte un petit peu le tableau clinique. De la même manière que l'hyperactivité l'avait entièrement emporté un certain temps, on arrive enfin à quelque chose qui est quand même un peu plus éthiopathogénique, qui est le trouble de l'attention. Et finalement, là, on va glisser sur la question de la régulation émotionnelle qui va finalement peut-être tout emporter et on fera une sémiologie beaucoup moins fine. Et dès qu'un enfant aura des difficultés, s'énervera pour un rien, on va dire ça comme ça, et ben, en fin de compte, on considérera qu'il a un TDAH. Alors, il faut se rappeler qu'on a trois types d'attention, pour faire vraiment simple, sans faire un cours de neuropsychologie ou un cours de psychologie, de psychiatrie connexionniste. On a une attention qu'on appelle sélective, qui permet de maintenir son attention sur une cible, sur voilà, le cours que je suis en train de faire, ou plus exactement les diapos que je suis en train de vous monter. En particulier, même s'il y a des distracteurs qui sont présents, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans la pièce parce que je ne suis pas tout seul, une voiture qui sonne parce que c'est voilà, il y a un embouteillage, la lumière qui baisse ou quoi que ce soit que je puisse avoir à faire, ou mon téléphone qui sonne, et ça c'est vraiment bien fréquent, c'est vraiment ce qu'on vit. Ça c'est l'attention sélective, c'est-à-dire c'est une attention qui fait que je veux regarder quelque chose, j'essaye de le regarder, j'ai des distracteurs, mais j'arriverai à tenir. L'attention soutenue est assez semblable, mais c'est sur une période plus longue. La clé, c'est effectivement de savoir se reconcentrer après la distraction. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? En règle générale, quand on a décidé d'avoir son attention sélective sur quelque chose, je décide, voilà, il est difficile d'être dans un endroit sans aucun distracteur. En tout cas, c'est pas très courant. Et à ce moment-là, vous allez être en mesure de passer à autre chose, c'est-à-dire vous êtes attiré par, je sais pas moi, effectivement un SMS, mais être en mesure de revenir quand même à ce que vous faites. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attention soutenue, c'est-à-dire être capable de soutenir, tout est dedans, hein, son attention sur une période longue, y compris dans un univers où il y a des distracteurs, tout en étant, en pouvant, en étant possiblement distrait à certains moments et revenir. Il y a toutes sortes de choses qui concernent la distraction et la capacité qu'on a à revenir sans perdre le fil. C'est difficile parce qu'on a globalement, alors il y a des études de psychologie assez complexes qui ont été faites pour vous expliquer que quand vous êtes dans une tâche, on va dire, je sais pas, un exercice de mathématiques compliqué, ou essayez de comprendre tous ces différents types d'attention dans un article de neuropsychologie complexe, si vous êtes distrait, il faut ensuite du temps pour revenir au même niveau d'attention. Simplement, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que c'est le temps de la distraction et la force avec laquelle vous avez été capable de revenir et au fond de contrôler ce mouvement de va-et-vient qui va être un facteur important du temps de reconcentration. Il y a des moments où le temps de reconcentration pour atteindre le même niveau est le même est très court. C'est-à-dire que je peux vous faire court, je suis quand même, je l'espère, déjà que je ne suis pas présent en direct, j'espère être suffisamment concentré. Quelque chose peut me distraire, je peux revenir extrêmement vite. Par contre, si, parce que mon niveau d'attention soutenu est très important, fatigué, des ressources, et donc je vais toutes les mettre dedans, ce qui fait que je peux malgré tout regarder ce qu'il y a autour de moi et revenir à vous sans perdre de temps et sans perdre d'attention. Si par contre mon attention soutenue est plus faible, je vais partir un peu à mon corps défendant. La force que j'aurais mis dans mon attention soutenue sera trop faible. Et à ce moment-là, quand je reviendrai, il faudra du temps pour revenir à un niveau. Et il peut aller jusqu'à un quart d'heure. Ça veut dire que les gens qui effectivement ont des troubles de l'attention soutenue, ou des troubles de l'attention en général, mais particulièrement soutenus et dans sa dimension sélective la plus rapide, comme les gens qui ont un TDAH, vont avoir, eux, beaucoup plus un arrachement de la situation dans laquelle et un effort pour revenir qui fait qu'ils vont mettre du temps à se reconcentrer. Vous voyez? Ce qui fait que la plupart du temps, vous savez, quand on travaille sur le TDAH, on est tous là à se dire qu'on a un TDAH. J'ai sûrement, comme beaucoup de gens qui font beaucoup de choses et qui ont du mal à se concentrer sur des activités longues parce que je pense à plein de choses, c'est probablement pas un TDAH parce que j'ai quand même cette capacité de pouvoir revenir, de pouvoir mobiliser mon attention soutenue sans pour autant, et on le reverra tout à l'heure, que ce soit un environnement hyper stimulant. Et là, c'est un bon exemple. Vous n'êtes pas un environnement très stimulant parce que je suis face à un écran d'ordinateur.
Et donc, rien n'est particulièrement stimulant. Il n'y a pas d'interaction avec des étudiants. Et c'est ce qui rend d'ailleurs les enseignements en ligne particulièrement difficiles et parfois, je pense, un peu pénibles aussi pour les étudiants. Autre élément d'attention important, l'attention qu'on appelle partagée. Sur le même concept, hein, mais on l'a un petit peu divisé. L'idée, c'est d'avoir une attention divisée et d'être capable de faire quelque chose en même temps, ce qu'on appelle du multitâche. C'est ce que font beaucoup, beaucoup les jeunes aujourd'hui, qui regardent un film, répondent à leurs messages sur WhatsApp et sont capables éventuellement de travailler sur leur ordinateur, sur une tablette ou sur un truc. Alors, je dis, mais arrête, enfin, fais quelque chose une seule fois. En fait, ils ont développé probablement par le fait qu'on a énormément de stimulation autour de nous dans le monde moderne, ils ont développé une capacité réelle à faire du multitâche. Alors, quand on fait du multitâche, c'est assez simple. Si vous avez 100 de capacité attentionnelle, si vous en mettez 5 à regarder votre téléphone, 5 à regarder la petite bougie qui est à côté de moi et que vous ne voyez pas, il vous en reste que 90 à mettre dans l'attention que j'ai ce que je suis en train de faire tout de suite. Sachant qu'il y a quand même une partie qui est ma propre attention à moi, un peu quiescente, me permettant de régler une forme d'homéostasie, de savoir un peu et d'être dans mes propres pensées. Voilà. Voilà comment je suis un peu partagé. Et si je veux tout d'un coup, à un moment donné, parce qu'un message requiert plus mon attention, donner plus d'attention à la lecture de mon message, je peux diminuer l'attention que je porte à vous, garder l'essentiel pour être avec vous, mais en même temps également sur mon message, et puis ensuite revenir et bouger. Cette attention partagée, cette capacité multitâche, elle est aujourd'hui ultra sollicitée et elle est également défaillante chez les gens qui ont un TDAH. Et elle est défaillante, ça veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire, ça veut dire qu'ils savent le faire, ils le font comme tout le monde, ils font du multitâche de toute façon, mais cette flexibilité, c'est-à-dire qui permet de dégager, remettre plus là et de bouger un peu les curseurs, comme un DJ qui joue plusieurs musiques en même temps et qui passe de l'une à l'autre, elle est chez eux défaillante et c'est donc l'utilisation des ressources qui peut être compliquée, plus que, au fond, le stock de ressources. D'accord? Et c'est vrai que sur ces dimensions attentionnelles, enfin, vous avez eu, j'imagine, un cours sur le développement et sur la psychopathologie du développement cognitif. C'est compliqué parce que il y a à la fois le stock d'attention dont on parle et l'allocation de ces ressources, la capacité à les allouer à des tâches que l'on a à faire, qui est perturbée. Et au fond, c'est les deux phénomènes qui agissent à peu près en parallèle. Donc les recommandations toutes nouvelles pour le TDAH, elles ont été conçues comme un guide pour l'examen clinique, donc c'est de ça dont on va parler. Vous allez voir qu'il n'y a pas tant de choses à dire que ça, mais il y en a quand même. C'est un guide pour l'examen clinique, et l'examen clinique, il a été conçu pour qu'on comprenne qu'un certain nombre de gens, enfin que tous les médecins peuvent faire un examen clinique psychiatrique. Je crois avoir compris que dans ce DU, un certain nombre d'entre vous sont peut-être pas forcément psychiatres, en tout cas pas psychiatres d'enfants et d'adolescents, et parfois peut-être même pas psychiatres du tout, et médecins généralistes ou peut-être d'autres disciplines. C'est un élément, ou pédiatre, c'est un élément important parce que on a souvent distingué l'examen psychiatrique de l'examen somatique, comme s'il y avait un examen somatique que tout médecin pouvait faire, parce qu'on a suffisamment reproché aux psychiatres de ne pas le faire, et un examen psychiatrique qui par contre était réservé aux psychiatres. Je crois que tout médecin peut taper un réflexe, tout médecin peut éventuellement regarder s'il n'y a pas une carie ou une dent qui va mal. Je pense à ça pour les autistes agités, par exemple, ou regarder au fond de la gorge s'ils n'ont pas une candidose ou quoi que ce soit. Et tout médecin peut demander à quelqu'un s'il est triste, s'il est anxieux, s'il a des hallucinations, s'il est perturbé par X ou Y choses qui se passent dans sa tête, et si éventuellement il a des signes d'obsessionnel, de compulsion ou de rituel. Tout médecin peut faire un minimum d'examen psychiatrique. Souvent, on nous explique que les médecins ne sont pas formés. Ils le sont. Dans le deuxième cycle des études médicales, il y a une formation à la psychiatrie. Alors, je sais bien que ça n'a pas l'air d'être toujours le plus important, mais il y a une formation à la psychiatrie et donc tout médecin peut le faire. L'idée, c'est qu'on puisse tous le faire parce qu'un trouble qui touche 5% de la population ne peut pas être réservé aux psychiatres, en tout cas pour les cas les plus simples, c'est-à-dire au fond l'immense majorité des cas. Et donc, ce guide, on va essayer d'en parler un petit peu. Alors, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, mais je voudrais y revenir parce que c'est important. En psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on ne fait pas de diagnostic statique, c'est-à-dire que on ne peut pas s'intéresser, ne pas s'intéresser à la dimension diachronique, c'est-à-dire à la dimension du développement.
On a besoin de savoir. Et le développement, ça n'est pas uniquement l'histoire de la maladie ou ce qu'on appelle l'anamnèse. Le développement, c'est le développement des grandes fonctions de l'enfant. Alors, bien sûr, il y a l'énurésie, l'encoprésie, en tout cas l'acquisition de la propreté, bien sûr. Bien sûr, il y a la marche. Bien sûr, il y a le langage énormément. Et donc, quand même, un minimum, savoir si un enfant était intelligible et pouvait être compris de son entourage à l'âge de 3 ans. Pas la peine d'être des spécialistes du langage, à quel moment il a utilisé deux mots, des mots-phrases, est-ce qu'il a été... Bon, ça va. Mais en tout cas, au moins le minimum, est-ce qu'il était capable de parler à l'âge de 3 ans? Sur le plan psychomoteur, c'est très important également d'avoir quelques notions. Alors effectivement, quand est-ce qu'il a marché, mais quand même peut-être savoir s'il était capable de manger tout seul avec une cuillère, comme c'est compliqué, d'aligner à un moment donné, à quel moment il a été capable d'aligner deux petits morceaux et deux petits cubes. Voilà, avoir quelques éléments et connaître, et puis éventuellement aller plus loin, peut-être la graphie. Le meilleur signe que je connaisse pour essayer de repérer si quelqu'un a un retard psychomoteur, en tout cas un problème de trouble du développement des coordinations, comme on l'appelle aujourd'hui, qu'on appelait dans le temps dyspraxie, c'est ce qu'on est capable de faire, c'est l'essai à l'âge de 7 ans. C'est assez facile quand vous voyez un enfant qui a 12 ans et qui a toujours des scratchs, à part quelques modèles un peu branchés. En général, c'est qu'on a fait un effort pour trouver des chaussures à scratch parce qu'il n'arrivait pas à faire ses lacets. Et même quand les gens font leur lacet, il faut distinguer ceux qui font leur lacet en faisant les deux boucles et puis faisant le nœud avec les deux boucles et ceux qui font le geste très compliqué, celui que on peut à peine expliquer avec un tutoriel, ou en tout cas il faut des images en 3D pour arriver à l'expliquer et qui pourtant est fait par la majorité d'entre nous. Donc avoir des éléments comme ça du développement de l'enfant, qu'on va pouvoir effectivement analyser. Et pour les avoir, malheureusement, il faut quand même avoir à disposition les parents, le père, la mère, éventuellement des gens qui s'en sont occupés, parce que bah, souvent, quand on voit un enfant seul, bon, et on ne fait pas de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence sans voir l'enfant avec ses parents. Moi, je ne sais pas faire un entretien aux urgences si je n'ai pas les parents avec moi. Je ne sais pas faire un entretien, un premier entretien si je n'ai pas les parents avec moi. Ça n'a aucun sens. L'enfant va me dire, bah oui, ça va, enfin bon, on va voir. Je ne vais pas avoir suffisamment d'informations et j'ai besoin de ces éléments développementaux. Et bien sûr, dans le cas du TDAH, je vais avoir besoin des éléments développementaux concernant l'insertion à l'école avec ses petits camarades, les rapports sociaux, le niveau scolaire, l'investissement dans l'école, la capacité à se concentrer, la capacité à lire. Certains enfants peuvent être pris pour des dyslexiques parce qu'ils ont des difficultés à lire, simplement parce qu'ils ont des troubles attentionnels qui fait qu'à un moment donné, ils ne se concentrent pas sur la lecture. Donc du coup, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Et donc évidemment, ça peut être vu, enfin en tout cas, ça peut être une erreur diagnostique importante. Deuxième élément très important, les éléments du tableau clinique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, d'examiner, et ça, c'est un peu plus habituel, c'est la sémiologie classique, mais qui dit sémiologie classique dit quand même d'essayer de comprendre un certain nombre de choses, de voir quels sont les signes. Troisième élément important, je l'ai évoqué un petit peu en entrée, c'est la dimension psychopathologique ou de mentalisation. Moi, j'aime bien dans le temps la phénoménologie, mais peu importe. C'est le sens des signes, c'est-à-dire pourquoi ça se passe. Et vous verrez tout à l'heure, je vous ferai une petite comparaison entre les éléments de troubles du spectre de l'autisme et du TDAH, et vous verrez que les mêmes signes se présentent, en tout cas la même plainte fonctionnelle qui pourrait être pris pour le même signe clinique, alors même qu'il n'est pas du tout le même signe. Et ça, c'est un élément important. Voilà. Par ailleurs, quand même, les aspects psychologiques ont une importance. Le contexte familial, le contexte social, peut-être même le contexte sociétal ont une importance et doivent être pris en compte. Une fois qu'on a tous ces éléments, alors on fait une synthèse qui nous permet d'avoir un diagnostic ou du moins des hypothèses diagnostiques. Et donc, si les hypothèses diagnostiques ne sont que sur le tableau synchronique, ça n'a aucun sens. Si elles ne sont que sur le tableau diachronique, bah, franchement, ça n'a pas grand sens non plus. Et si elles ne sont que, et on a longtemps fonctionné comme ça, psychopathologique, mentalisation et autres, ça n'a aucun sens non plus. Une fois qu'on a un diagnostic plus clair, bah là, on sait quoi faire, on a des éléments de compréhension et on peut passer à l'action et éventuellement traiter un peu les gens. Et l'enfant bah, se situe au centre et c'est vous en tant que professionnel de santé qui devez faire ce diagnostic et être capable de faire cette synthèse. C'est bien pour ça, en fait, que c'est un travail pluridisciplinaire dans tous les cas, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'éléments vous sont apportés par d'autres professionnels,
Les éléments du développement, quelqu'un peut avoir fait une anamnèse développementale et c'est pas vous qui l'avez fait. Les éléments du tableau clinique peuvent tout à fait être faits par un collègue. Les éléments de psychopathologie peuvent être faits. Les éléments du développement psychomoteur, le psychomotricien. Du développement du langage, l'orthophoniste. Du développement de n'importe quoi, n'importe qui. La psychologue peut évidemment travailler aussi. Et vous avez tous ces éléments à disposition. Et vous, au centre de tout ça, vous êtes capable de faire la synthèse, quelque chose qui vous donne une vision cohérente de l'enfant et va vous permettre de faire le diagnostic. Donc les informations ont plusieurs sources, je viens de le dire, c'est les enfants, c'est les parents, c'est l'école, c'est l'entourage. C'est pour ça que les échelles, par exemple, de Conner, c'est de Conner enseignant, course Conner parents, pour pouvoir avoir ces informations qui viennent d'un peu partout. Oui, il peut y avoir des bruits qui peuvent me distraire. L'examen somatique est un élément important. Un examen psychiatrique, très important aussi, on va le voir, hein. Et l'entretien avec les familles qui est essentiel pour le diagnostic. Évidemment, ensuite, parce qu'on l'anticipe dès le début, dès la démarche diagnostique, pour l'adhésion aux soins et le travail thérapeutique qu'on va mettre en place. Parce que ces éléments sont essentiels et évidemment, on ne peut pas faire autrement. Un des points peut-être importants, peut-être un peu militants de cette situation, c'est écouter les parents. Alors, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on a longtemps considéré un peu que, on avait le savoir et que, au fond, on devait transmettre aux parents, peut-être les convaincre de ce qu'on pensait, sans prendre toujours la peine d'écouter pleinement les parents, et notamment dans leurs plaintes, en donnant de la valeur à leurs plaintes. L'idée générale, c'est quand même de dire que les parents connaissent bien leur enfant et que s'ils se plaignent, ils ont forcément une raison de se plaindre et qu'il faut essayer de la comprendre. Et que de toute façon, cette plainte fonctionnelle est importante et à prendre en compte, donc il faut les écouter. Et j'ai coutume de dire, peut-être que j'ai tort, que les parents sont les grands spécialistes de leur enfant et que c'est pas moi le spécialiste de leur enfant. Je suis spécialiste de l'enfant, peut-être, mais sûrement pas de leur enfant, de leur propre enfant à eux. Alors le guide de diagnostic, on l'a présenté sous la forme dans les recommandations, sous la forme d'une petite fiche comme ça, dans laquelle il y a tous les diagnostics différentiels et, vous savez, les diagnostics associés. On va les revoir un peu ensemble, plus précisément, et pas sous la forme de ce tableau indigeste. Mais sur chacune, en fait, on a donné un exemple de signe clinique. Et c'est vraiment fait pour les médecins qui ne sont pas spécialistes du TDAH. Et donc, on va leur dire, bah voilà, écoutez, dans telle ou telle situation, il y a telle ou telle chose qu'il faut aller regarder. Et c'est plus vu comme une espèce de petits conseils, de petits tips, comme on dit maintenant, qui permettent, bah voilà, de chercher. Et donc, on parle bien sûr, alors si on parle du syndrome des jambes sans repos, bah, on le décrit, sensation désagréable dans les jambes, accompagnée d'un besoin irrépressible de les bouger. C'est toujours mieux de le savoir, ce qu'on appelle aujourd'hui les impatiences, survenant au repos, soulagées par le mouvement et plus fortes le soir que dans la journée. Vous voyez, c'est des éléments simples, on ne va pas dans le détail, et c'est un diagnostic différentiel important de l'hyperactivité, et il peut être observé chez l'enfant TDAH, et il est souvent sous-évalué. Point. Rien de plus, on ne demande pas un examen très complexe, mais c'est vrai que le syndrome des jambes sans repos, alors pour le coup, est un vrai diagnostic différentiel, même s'il y a des associations aussi, et qu'on va essayer de les regarder comme ça, en fait, d'une certaine façon. Donc, pour le voir plus précisément, une fois qu'on a fait ce diagnostic, et on va voir après les autres éléments cliniques, alors ça me fait penser, voilà, excusez-moi, je vais bouger un tout petit peu le diaporama. Euh, Effectivement, je voulais détailler un peu plus les signes. Alors, excusez-moi, on va faire une petite pause le temps que je me retrouve un peu là-dedans. Pop, 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 pop. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais revenir un tout petit peu en arrière avant de parler des éléments diagnostiques, car je m'aperçois que j'avais oublié de vous décrire plus précisément les signes. Concernant le trouble de l'attention, il a évidemment pas simplement le définir comme ça, hein, comme un trouble de l'attention. Euh, il va se traduire par un certain nombre d'éléments cliniques qui sont pas si simples, parce que bon, être inattentif, ça peut paraître relativement banal, si on peut dire.
c'est souvent des enfants qui ont des difficultés à prêter attention aux détails. Ils ont vu les choses de manière générale et puis au fond, ils vont pas euh, s'attacher aux petits détails. Alors, ce qui, notamment dans le travail scolaire, pose problème parce qu'ils lisent rapidement les choses et puis ils vont pas regarder un petit peu qu'après, il y a quelques phrases qui, au fond, changent un peu le sens de l'exercice. Et un des moyens, par exemple, de les aider sur le plan de la prise en charge et des interventions thérapeutiques, c'est justement de leur demander de reformuler l'exercice. Et là, on s'aperçoit qu'ils ont oublié des détails et de leur pointer l'attention. Ça va se voir vraiment, et ça, c'est un élément important qui, du coup, participe considérablement à leur idée qu'ils sont nuls, qu'ils n'y arriveront pas, et leur baisse d'estime d'eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment un signe clinique majeur. Bien sûr, le travail, du coup, va être très imprécis et les choses, il va avoir l'air d'être négligent, ce qu'il n'est pas du tout. Bien sûr, il peut avoir du mal à soutenir son attention dans le travail ou dans les jeux. Bien sûr, à écouter un cours, c'est compliqué, des conversations, la lecture des longs textes. Ce qui est intéressant, c'est que ce trouble attentionnel peut passer inaperçu parce qu'il peut être très euh, attentif dans des situations qui ont l'air alors de l'intéresser. En fait, c'est pas simplement qu'elle l'intéresse, on le verra tout à l'heure, je vous montrerai une petite diapo assez bien faite, c'est le niveau de stimulation. C'est-à-dire que dans un environnement très stimulant, ils vont se trouver plus attentifs, mais du coup, ils vont chercher en permanence des environnements stimulants. C'est d'ailleurs un des problèmes, parce que c'est épuisant, tous ces environnements très stimulants. Et ça, c'est un signe clinique majeur par rapport à la trouble de l'attention. Ils semblent souvent ne pas écouter quand on leur parle, semblent souvent ne pas être évidemment attentifs, l'esprit ailleurs. On va dire que c'est des enfants rêveurs, par exemple, ce qui peut être un élément diagnostic différentiel avec des enfants qui, par exemple, sont pris par des pensées dans leur tête et éventuellement un trouble de schizophrénie, et même en l'absence de sources de distraction évidentes. Et ça, c'est important parce que ça signifie que l'enfant est rêveur. On va dire, bah oui, mais parce qu'il regarde passer les trains à travers la fenêtre. Non, il n'y a rien de particulier. Pourtant, il a l'air de rêver. Il rêve dans sa tête avec effectivement, quand on discute avec eux, cette impression que l'esprit part un peu dans tous les sens et qu'il ne le contrôle pas complètement. Souvent, évidemment, on va vous le présenter comme un enfant qui ne se conforme pas aux consignes. Peut-être même carrément, on va vous le présenter comme un enfant opposant, alors que ce n'est pas le cas complètement. Évidemment, il ne va pas au bout de ses tâches, il ne mène pas les choses jusqu'au bout, que ce soit d'ailleurs les tâches domestiques ou les obligations professionnelles. Et là, pour les enfants plus grands, alors on va dire effectivement qui refusent, opposants, on vient de le dire, ou des enfants qui, enfin voilà, ne font pas ce qu'on veut. Ça peut même être vu d'ailleurs assez facilement comme un problème éducatif, des difficultés sur le plan éducatif ou autre. Ils vont commencer des tâches, mais ils se déconcentrent vite et il est évidemment facilement distrait. Autre point important qui est également un élément du trouble de l'attention, c'est la difficulté à s'organiser, à organiser ses travaux, ses activités. C'est les enfants qui systématiquement vont oublier leurs affaires, j'ai oublié un compas, j'ai oublié. Ils ont des cahiers entiers de oublie ses affaires, ne remplit pas bien, ne fait pas bien, tout est en désordre. Il y a effectivement le travail qui est considéré comme brouillon. Ils sont dits désordonnés, c'est des mots qu'on va trouver. Bien sûr, il y a une mauvaise gestion du temps sans pour autant avoir une mauvaise compréhension du temps, mais le temps est mal géré. En gros, ils partent à l'heure où ils devraient arriver. Et évidemment, ils ne respectent pas les délais. C'est des enfants qui sont toujours en retard. Tous les enfants n'ont pas tous les petits carrés, hein, mais enfin, en tout cas, c'est des éléments qu'on va retrouver. Et évidemment, ils se laissent distraire par des stimuli externes et internes, des pensées. Quand on discute avec eux, ils disent, bah, écoutez, je suis avec vous, et puis en même temps, je pense à quelque chose, sans d'ailleurs stimulation particulière, et mon esprit vagabonde à ça, et notre discussion n'est pas à même de me permettre de focaliser suffisamment mon attention. Autre élément clinique, c'est les enfants qui vont éviter ou faire à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Pourquoi? Ben parce que effectivement, ils vont avoir beaucoup de travail et de choses à faire. Ils vont avoir besoin de se concentrer massivement. Ils vont avoir besoin de faire des choses.
Et on va leur demander de faire, et ça va être fatigant pour eux, ils ont besoin de cette stimulation un peu permanente. Quand quelque chose est stimulant, eh ben, ils vont peut-être l'éviter par fatigue ou à contre-cœur. Et donc, évidemment, ça va être tout ce qui est travail scolaire, tout ce qui est à la maison. Et donc, évidemment, cette plainte très importante des parents qui est le travail scolaire n'est pas fait et autres. Évidemment, il y a des oublis dans la vie quotidienne. C'est la même chose que l'histoire des planifications. C'est les enfants qui vont tout oublier. Et puis pour les plus grands, bien sûr, oublier de payer ses factures, oublier de faire des choses un peu officielles, de s'inscrire à telle ou telle chose, de perdre ses affaires. J'ai perdu mes clés, j'ai perdu mon portefeuille. C'est des enfants qui vont nécessiter qu'on refasse des clés en permanence. Enfin voilà, ce sont le type de plaintes que l'on va retrouver auprès des parents et qui peuvent éveiller votre attention, j'allais dire, sur la question des troubles de l'attention. L'hyperactivité, l'impulsivité, qui est au fond une traduction, ben, c'est un peu dans la même mouvance, elle va être décrite par le fait que c'est un enfant qui remue souvent les mains ou les pieds, remue sur son chaise, bouge partout, comme ça, et n'arrive pas à rester en place, va devoir se lever. C'est d'ailleurs au fond un des axes aussi de prise en charge qui va nous permettre de l'aider en le faisant faire un exercice, ou vous savez, parfois il y a des coussins qui sont un peu à eau, ou enfin en tout cas, qui permettent de bouger tout en restant sur sa chaise. Enfin voilà, il bouge. Il est souvent, il court, il grimpe partout, il se met dans des situations y compris des situations dangereuses. Et on le verra, comme il y a une comorbidité importante avec les troubles dépressifs, c'est aussi les enfants qui peuvent se mettre en situation dangereuse et éventuellement dans des situations qui peuvent être comme des équivalents suicidaires. Mais ce n'est pas le cas de tous les TDAH. C'est vraiment ceux qui ont le trouble dépressif comme comorbidité. Les autres, simplement, ils se mettent comme ça parce qu'ils ne sont pas attentifs aux détails et donc aux risques. Et il se lève en classe, on l'a dit, quitte sa place, reste pas évidemment au repas, qui peut être une plainte importante des parents. Enfin bref, vous le voyez un peu, ça c'est un autre élément clinique qu'on va observer. Incapable de se tenir tranquille dans les jeux et les activités de loisirs. Donc même dans le périscolaire et dans les activités sympathiques et autres, on va avoir du mal à le voir dans des comme ça, dans des situations, enfin, à rester calme, à rester là où il doit être. Et puis, on va le trouver également, autre type de plainte, euh, on dit d'eux qui sont montés sur ressort, toujours sur la brèche, euh, euh, toujours dans quelque chose. Voilà. Et comme il y a cette distractibilité en permanence, ils sont en train de chercher quelque chose qui pourrait les attirer et être attirés par cette chose, évidemment, être distraits, être happés par ça, et donc en permanence en train de bouger dans tous les sens. Je répète un peu, mais c'est un peu ce qu'on retrouve dans les éléments cliniques. L'impulsivité, elle se traduit assez classiquement par on laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore posée. Vous savez, c'est un peu l'idée de ces jeux où la question est posée, il faut répondre très vite, et on appuie sur le buzzer pour dire, bah voilà, moi j'ai la réponse. Et en fait, ils appuient sur le buzzer, la question n'est pas encore posée. Ils n'arrivent pas à maîtriser leur impulsivité. Alors, ça peut être évidemment, ça les met dans des situations un petit peu embêtantes. Parfois, ils peuvent être comme une forme d'impatience, terminant les phrases des autres, parce qu'ils ne peuvent pas attendre leur tour dans une conversation. Là aussi, alors on fait, vous savez, des trucs où on donne le bâton. Le bâton, quand on l'a, on peut parler, puis quand on l'a pas, on peut pas parler. On essaye d'apprendre ce genre de choses pour maîtriser. Vous le verrez hein, dans la prise en charge, il y a beaucoup de choses qui sont en fait des adaptations, des aides pour s'adapter, qui peuvent être proposées et qui marchent plutôt bien. Dans la thématique hyperactivité, impulsivité, interrompre les autres, imposer sa présence, on l'a dit, fait irruption dans la conversation. Voilà, on a un peu dit, mal à attendre son tour. Enfin voilà, vous avez à peu près compris, mais c'était, je pense, assez important qu'on en parle avant de passer aux comorbidités, qui sont un aspect important et qui font, à mon sens, tout l'intérêt du diagnostic, parce que le diagnostic, sinon, il est assez facile à mettre, à faire. L'examen somatique initial, alors, il y a quand même des troubles qu'il faut rechercher systématiquement, et que vous soyez ou non somaticien, il faut chercher un surpoids, parce que l'obésité est plus fréquente chez ces enfants, qui parfois également, si l'obésité est plus fréquente que dans la population générale, mais d'une certaine manière, la perte de poids est plus fréquente. Alors déjà, sous traitement, il y a une perte de poids, parce qu'il y a une perte d'appétit, très souvent, mais en plus de ça, comme ils sont très actifs, ceux qui sont hyperactifs et qui ont une hyperactivité motrice, vont évidemment dépenser beaucoup d'énergie et donc parfois, euh,
avoir un poids plus léger. Donc en tout cas, le surpoids est plus important et il y a parfois des pertes de poids aussi. L'énurésie est plus fréquente pour les plus petits, bon, c'est à savoir. L'épilepsie est un diagnostic différentiel courant d'une certaine manière. L'épilepsie est fréquente dans les troubles du neurodéveloppement et l'épilepsie est surtout un trouble qui peut mimer l'ensemble du DSM et donc l'ensemble des troubles psychiatriques. Il est donc dans l'ensemble, enfin, d'une manière générale, très important de vérifier qu'un enfant n'a pas une épilepsie. C'est pas toujours simple cliniquement, bien sûr. euh, on va pouvoir retrouver en fait quelque chose de l'ordre de l'aura épileptique, c'est-à-dire au fond de l'impression que ça va venir quand il se passe quelque chose qui est quand même très différent de ce qui se passe pour un enfant qui a un TDAH, qui est constamment dans cet état, indépendamment du fait que ça peut être moins apparent parce qu'il est hyper stimulé à un certain moment, mais dont c'est un état constant, c'est pas un état épisodique. Et donc, chez un enfant qui serait épileptique, on pourrait avoir quelque chose qui pourrait ressembler, mais avec cette impression de je ne peux pas me contrôler, et à un moment donné, quelque chose va arriver. C'est vrai que l'entretien des épileptologues, je ne sais pas si vous avez déjà fait des consultations avec des épileptologues, est souvent quelque chose de très instructif parce que c'est presque comme nous, ils posent énormément de questions. C'est une clinique très fine et ça peut vous alerter. Par contre, il y a effectivement des formes où il n'y a pas tous ces éléments-là. Et donc, ils peuvent passer inaperçus. Je crois quand même que, en général, dans le cas d'échec des mesures thérapeutiques habituelles, voire des traitements médicamenteux, ça vaut le coup quand même de faire des explorations et d'aller chercher des troubles. Et à ce moment-là, rappelez-vous, hein, on voit mieux à l'épilepsie, enfin à l'EEG, les troubles quand il se présente quelque chose de l'ordre du symptôme. S'il n'y a pas de symptôme du tout, en règle générale, l'EEG peut être négatif sans pour autant préjuger de l'absence d'épilepsie. Certains médicaments, les corticoïdes bien sûr, certains dérivés valproïques, enfin, les dérivés valproïques en général, c'est un diagnostic différentiel courant et donc ne pas. euh, euh, voilà, enfin, il n'y a rien d'épisodique, c'est-à-dire les gens qui sont sous traitement et qui, à un moment donné, alors, les corticoïdes au long cours, ça peut arriver, parce que quand même maintenant on essaye de l'éviter au maximum, mais les gens qui sont sous corticoïdes à long cours peuvent avoir l'air d'avoir un TDAH, mais ça n'est pas un TDAH, de la même manière que des enfants, on le verra, hein, qui prennent du sucre de manière importante, peuvent avoir un comportement qui ressemble à un TDAH, mais c'est transitoire. Tous ceux d'entre vous qui ont des enfants savent bien que quand on a le sentiment là, de leur redonner un peu d'énergie avec le sucre, ça a l'air de bien marcher, mais que, en fin de compte, très sincèrement, ça ne dure pas. Et puisque ça ne dure pas, ça veut dire que ça n'est pas effectivement quelque chose qui est de l'ordre du trouble, et mais plutôt de la réaction euh, ponctuelle à la prise d'un toxique. Enfin, considérer que le sucre est un toxique. Certains troubles endocrinologiques, je parle pas trop évidemment la thyroïde, les hyperthyroïdies en particulier, évidemment. Le diabète également peut donner quelque chose qui peut ressembler, franchement, de loin. Et on dit l'hyperplasie congénitale des surrénales à cause évidemment des corticoïdes. Les intoxications au plomb, au mercure doivent être évoquées. C'est possible et ça peut donner aussi des distractibilités importantes et des troubles du comportement qui peuvent de temps en temps faire penser au TDAH. Et puis, il faut toujours y penser. Je pense que d'ailleurs on le minimise, le syndrome d'alcoolisation fœtale, le fameux SAF, est important et très associé au TDAH, associé à tellement de troubles psychiatriques. Voilà, c'est un élément important. Alors ça ne change pas grand-chose dans la prise en charge, mais c'est quand même un élément important à avoir en tête. Et donc toujours quand vous voyez des mamans, leur demander avec finesse et délicatesse, mais quand même si elles ont éventuellement pris enfin, de l'alcool pendant la grossesse, vous savez qu'en fait, il suffit parfois de très peu, et notamment dans le premier trimestre, voire dans le premier mois, pour avoir un impact, ce qui est vraiment un drame sur le plan de la santé publique. Les déficits visuels, toujours, bien sûr, et un certain nombre d'anomalies génétiques, l'X fragile, les microdélétions 22q11, le syndrome de Prader-Willi, quelle que soit voilà, disomie ou délétion, le syndrome de Williams, les neurofibromatoses, bon, j'en passe. En règle générale, il y a quand même d'autres signes d'appel. Mais malgré tout, c'est important de l'avoir en tête. Ça, c'est pour l'examen somatique minimal et il ne faut jamais l'oublier. Et il ne faut pas le déléguer non plus parce que, il n'y a pas de raison. Et en plus, ben, si on demande à l'ensemble de nos collègues somaticiens de faire un examen psychiatrique, je pense quand même que nous devons, en tant que psychiatre, faire un minimum d'examens somatiques. La narcolepsie se rajoute là, et effectivement, est un élément important, là plutôt un diagnostic différentiel.
L'examen psychiatrique minimal, il est vaste, bien sûr. Il consiste d'abord à rechercher l'ensemble des autres troubles du neurodéveloppement. 40% des enfants avec TSA, nous dit-on, ont un TDAH. Ce n'est pas le cas de tous les TDAH auraient un TSA, hein. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus faible. Dans le sens TSA, c'est plus important. Et on verra, je vous ai fait un petit tableau, les choses sont quand même différentes, mais peuvent apparaître un peu similaires. Mais ça, on y reviendra ensemble. Le trouble du développement des coordinations, qui donne une maladresse anormale d'exécution, des difficultés à acquérir de nouvelles coordinations, mais c'est un apprentissage, une lenteur et une imprécision dans les tâches motrices, peut aussi laisser entendre une forme d'impulsivité ou une forme d'hyperactivité qui peut parfois laisser penser qu'on a affaire à un TDAH. Troubles des apprentissages, troubles de lecture, écriture, raisonnement sont des troubles très importants que l'on retrouve dans le cadre des troubles du TDAH. Et c'est important de penser qu'il est quand même relativement rare d'avoir un TDAH seul. Et donc, ça, c'est un élément important parce que, effectivement, avoir un TDAH seul n'est pas l'idée la plus importante, c'est que effectivement, quand on a un trouble du neurodéveloppement, il y a de grandes chances pour qu'on en ait un autre. Quand on a un TDAH, il y a de grandes chances pour qu'on ait un trouble 10, 45%, mais il y a surtout, quand on a un trouble 10, il faut chercher un TDAH aussi. C'est-à-dire que quand vous trouvez quelque chose, un enfant qui a du mal à faire, à lire, un enfant qui a du mal dans le calcul, un enfant qui fait passer l'essai, de le développement des coordinations, il faut chercher si éventuellement il n'a pas un TDAH. L'idée, c'est de trouver, d'aller chercher un peu, et ça c'est vraiment important dans le diagnostic différentiel et le diagnostic associé. Parce qu'on peut avoir l'un ou l'autre, on peut masquer, on le verra pour le TSA, plus en détail, mais on peut également avoir les deux. Le trouble du langage est associé, en général, les retards de langage sont très associés aux troubles psychiatriques et aux troubles du neurodéveloppement, sont un signe d'alerte dans ce qu'on va retrouver dans l'anamnèse ou dans les éléments développementaux. Le trouble du développement intellectuel n'est pas associé de manière majeure au TDAH, mais c'est un TND, donc effectivement, il faut quand même aussi rechercher. L'éthique et le syndrome de Tourette en particulier sont associés, parce que c'est que les tics sont maintenant dans les troubles du neurodéveloppement, dans des proportions qui sont relativement faibles, mais surtout, ils contre-indiquent l'utilisation du méthylphénidate et donc ils sont quand même systématiquement à rechercher parce que s'il est assez rare que le méthylphénidate déclenche des tics, par contre, quand il y a un peu de tics, le méthylphénidate a une grosse tendance à aggraver les tics, mais je pense que vous avez d'autres cours sur le sujet. Peut-être mettre à part la question du trouble oppositionnel avec provocation, qui est un de mes troubles préférés en psychiatrie parce que tout est dans le nom et que donc évidemment il y a beaucoup d'éléments faciles à trouver. C'est les enfants opposants, c'est des enfants qui sont provoquants. On voit bien que ça peut être confondu avec le TDAH et que ça c'est un élément important qu'on va le retrouver un peu facilement. Surtout c'est une évolution du TDAH, comme l'est d'ailleurs le trouble des conduites, avec des comportements délictueux, en particulier à l'encontre des règles sociales. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même à trouver pour voir le niveau d'aggravation qu'on va pouvoir trouver et qu'on va pouvoir éventuellement enfin, voilà, anticiper. Voilà, et peut-être que c'est une indication en particulier à mettre un traitement plus rapidement et autres, pour pas, et comme c'est un DU à tous les âges de la vie, vous savez bien que les évolutions, il y a aussi un risque, il n'est pas énorme, mais enfin il existe un risque d'évolution vers des conduites addictives, donc évidemment qui sont favorisées par le fait d'avoir des troubles des conduites, éventuellement après plus tard de se cicatriser plus ou moins sous la forme de troubles des enfin, de personnalité, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, voilà, ça c'est les éléments importants à avoir en tête. Autre élément de l'examen psychiatrique minimal, mais qui est quand même important, les troubles anxieux. On dit qu'ils sont présents dans au moins 20 à 40% selon les études. Mais c'est vraiment la comorbidité la plus fréquente, mais ça l'est aussi chez l'adulte, ça l'est à tous les âges de la vie. On va la retrouver sous forme d'anxiété de performance, d'une anxiété sociale, de certains troubles phobiques ou d'une anxiété généralisée, parfois même d'attaques de panique. Il complique considérablement évidemment le tableau.
il n'est pas rare du tout, s'explique assez bien. C'est des enfants qui, quand même, faut le comprendre, ont passé leur vie à être en quelque sorte décevants pour les adultes qui en ont la charge. Ils reçoivent en permanence des informations quand ils ne sont pas diagnostiqués précocement, ce qui est souvent le cas. On parle de 5 à 6 ans de retard diagnostique en France encore. Et donc, c'est des enfants qui reçoivent sans arrêt des informations. T'es feignant, tu travailles pas, t'es pas sympa, parfois t'es idiot. Et donc, tu n'arrives pas à amener quelque chose de positif à tes parents. Donc, résultat des courses, c'est des enfants qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui au fond peuvent s'inquiéter de beaucoup de choses, ont une grande dévalorisation qui fait le lit de la dépression, on va le voir, mais bien sûr le lit également de l'anxiété. La dépression, c'est pareil, elle est associée un peu moins que les troubles anxieux, nous dit-on, peut-être plutôt plus de 30% si l'autre est à 40%, en tout cas de manière très significative. Et la dépression, là où elle est ennuyeuse également, c'est que la dépression de l'enfant est caractérisée par des signes très externalisés. Vous savez qu'on a coutume de dire que plus on est petit, plus on externalise les signes, plus on est grand, jusqu'au moment où on va devenir sujet âgé d'ailleurs, où ça va revenir un peu comme quand on était petit, et plus les signes sont internalisés. En gros, l'adulte va dire je suis triste et l'enfant va être irritable, ce que n'est pas le TDAH normalement, hein, va être irritable et va être éventuellement en colère. Et donc, du coup, ça peut être facilement confondu avec le TDAH, et en même temps, les enfants TDAH ont une grande sensibilité, au moins 2 fois plus que la population générale, à avoir des troubles dépressifs, avec évidemment le risque de passage à l'acte, d'autant plus qu'ils sont impulsifs. Donc, vous voyez, c'est quand même un élément à prendre très sérieusement en compte pour pouvoir un peu évaluer les choses. Et donc, il faut vraiment tenir compte de cette dimension-là. Le trouble bipolaire, mais on le verra tout à l'heure, euh, d'abord, dans le trouble bipolaire, il y a l'irritabilité, qui est un élément important, qui n'est pas dans le TDAH. Et deuxièmement, dans le trouble bipolaire, il y a cette irritabilité qui est épisodique. Et le TDAH n'est pas épisodique, sauf que il peut avoir l'air épisodique dans certaines circonstances, c'est-à-dire en particulier quand l'enfant est mis dans des situations d'hyperstimulation. Là aussi, on en reparlera un peu tout à l'heure. Trouble de l'adaptation, état de stress post-traumatique, c'est une immense question, c'est-à-dire ne pourrait-on pas imaginer, enfin, ce qu'on a pensé pendant des années, que euh, les difficultés, les événements difficiles vécus par un enfant ou les relations complexes sur le plan parental et des figures d'attachement de l'enfant n'ont pas un impact et ne peuvent pas donner quelque chose de l'ordre du TDAH. Ben, la réalité, c'est oui. Bien entendu, le trouble réactionnel de l'attachement, le trouble de l'adaptation, l'état de stress post-traumatique peut mimer et donner quelque chose qui est de l'ordre du TDAH. Bien entendu. Le truc, c'est que en même temps, ces enfants sont plus sensibles que les autres à avoir des difficultés relationnelles, enfin, un cadre éducatif plus difficile, avec des parents qui sont parfois débordés, dépassés par cet enfant qui est difficile à gérer, et du coup, peuvent avoir éventuellement des difficultés sur le plan voilà, de la relation. Ce qui fait que du coup, vous avez les deux qui sont possibles. Et encore une fois, le fait d'avoir un TDAH ne vaccine pas et donc n'élimine pas un trouble relationnel de l'attachement. Et le fait d'avoir un trouble relationnel de l'attachement n'élimine pas la possibilité d'avoir un TDAH. Donc, ça n'est pas toujours très facile de faire les choses. Ça n'est pas toujours simple. Mais en réalité, voilà, c'est vous qui devez faire cette distinction et essayer de faire les choses bien et d'évaluer le poids des différentes choses. Et c'est vraiment les aspects développementaux qui vont vous donner une idée des choses, en voyant si les signes étaient très précoces et préexistaient à des conditions compliquées de vie, ou si les signes, effectivement, sont apparus après. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que les gens ont l'impression, ils sont toujours très causalistes, qu'il s'est passé quelque chose et que depuis, ça ne va pas. Essayer de travailler. Donc là, il y a un travail peut-être presque d'enquête qui est un élément important. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut garder en tête. Peut-être je fais, et je le fais toujours, un petit focus sur le sommeil. Les troubles du sommeil sont une comorbidité importante hein, dans le TDAH. Pourquoi? Bah, pour plusieurs choses. D'abord, les enfants avec un TDAH, comme l'ensemble des enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement,
ont des troubles du sommeil de manière plus importante, souvent des retards de phase pour 20% d'entre eux. Et en plus de ça, autre élément important, les enfants qui ont des TDAH, en fait, euh, enfin plus exactement, les enfants qui ont des troubles du sommeil, pardonnez-moi, sont des enfants qui peuvent mimer les signes de TDAH. Comment ça se passe? Ben, en fait, c'est des enfants qui dorment pas bien la nuit, qui sont extrêmement fatigués. La fatigue qu'ils ont, ils luttent contre cette fatigue dans la journée. Et du coup, en luttant contre cette fatigue, ils peuvent avoir un comportement, notamment d'hyperactivité, de distractibilité, d'impulsivité, qui peut tout à fait être de nature à mettre en avant des signes qui ressemblent à un TDAH. Alors que par contre, évidemment, on voit bien qu'il est secondaire, ce TDAH en quelque sorte, et que si on soigne les troubles du sommeil, on soigne le TDAH. Alors c'est un élément important parce que euh, on a tendance à sous-estimer les troubles du sommeil chez l'enfant. Parce que, voilà, d'abord les enfants n'en parlent pas beaucoup, parce que, et pour plein de raisons, on a parfois des difficultés à bien l'évaluer. Et ça, c'est vraiment quelque chose, il faut poser la question, demander si effectivement il y a des retards de phase, des enfants qui ont des antécédents ou ont des activités de somnambulisme, de terreur nocturne qui sont très fréquents, mais qui peuvent évoquer une parasomnie, des syndromes d'apnée du sommeil, c'est plutôt pour, soit dans les cas d'obésité, soit quand même pour les patients, enfin, plutôt chez les adultes. La narcolepsie, alors qui est la mime, qui est plus associée, mais très, 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 très marginalement, mais surtout qui peut être un diagnostic différentiel vraiment important, de même que le syndrome des jambes sous repos qu'on a évoqué tout à l'heure dans le cadre du large guide que nous avions. Alors, comment on s'aide à faire ce diagnostic? Parce que vous m'avez écouté, vous vous dites, bon, c'est bien, c'est un clinicien, il fait ça comme ça, mais bon, on utilise en général des échelles. Elles ne sont pas obligatoires, vous savez, c'est pas recommandé, mais elles sont conseillées dans le sens où elles aident beaucoup. On en a un certain nombre. En général, elles posent les questions qui correspondent à ce dont j'espère vous avoir parlé convenablement aujourd'hui. Il y a des échelles de commerce, qui sont des échelles les plus classiques, téléchargeables très facilement. On peut les télécharger très facilement sur le site de la Société française du TDAH, c'est marqué en bas, dans la rubrique ressources. Les échelles de commerce sont des échelles qui peuvent être remplies, alors, peuvent être remplies par l'enfant lui-même, mais en général, on le fait remplir par les. On a une version intéressante pour les parents et pour les enseignants. La Diva, très utilisée, très à la mode, j'allais dire, est une échelle qui permet de faire un entretien un peu semi-dirigé, qui est très utile. L'ADHD Rating Scale est une échelle pour les parents et les enseignants, qui est un peu plus complexe, un peu plus fournie que le commerce. La Kiddy SADS, c'est un énorme truc qui permet de faire tous les diagnostics de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, dans lequel il y a évidemment une part importante pour le TDAH. C'est très très long à passer. Je déconseille son utilisation au quotidien en pratique clinique. C'est vraiment dans les pratiques de recherche ou alors dans des pays où c'est fait passer par des gens qui ne sont pas des médecins, comme souvent aux États-Unis, où avec une formation, beaucoup de professionnels autour de la santé peuvent faire passer ces échelles. La Snap 4 est une bonne échelle pour les parents et les enseignants. Quant à la Brief et l'échelle de Braun, c'est à la fois, enfin pour la Braun, l'échelle pour les entretiens et très focalisée sur les fonctions exécutives qui sont censées, vous avez eu des cours, j'imagine, là-dessus, être un élément important. Alors, pour certains, l'élément le plus important, pour d'autres, parce que c'est les fonctions mnésiques avec les combinaisons avec les fonctions attentionnelles, parce que les fonctions exécutives, c'est un gros paquet, hein. Enfin bon, je ne rentre pas tellement dans ce détail-là aujourd'hui, mais c'est un élément en tout cas important. Et donc cette échelle-là, ces échelles sont plus tournées vers les fonctions exécutives. Pour faire le diagnostic, on a vu qu'on a besoin d'autres éléments. On n'a pas besoin de faire tous les bilans qui sont marqués ici. On a besoin en fonction des signes d'appel. Le bilan psychomoteur, c'est si vous avez un signe d'appel.
Le bilan orthophonique, c'est si vous avez un signe d'appel. Le bilan ergothérapique, c'est évidemment si vous avez un signe d'appel ou s'il est induit par un des bilans psychomoteurs ou orthophoniques, s'il y a besoin. Le bilan orthophonique, à la limite, est peut-être le plus utile parce qu'il donne des outils à l'enfant. Il va aider à donner des outils. Au fond, il fait ce que vous n'avez pas le temps de faire, c'est-à-dire donner des outils et des aménagements pratiques. Si les ergothérapeutes sont un peu bien formés autour du TDAH, il y a des kits comme ça. Euh, qui permettent un certain nombre d'adaptations scolaires, d'aider, des fiches à donner aux enseignants pour comment faire pour faire l'adaptation. Ça, c'est la partie plutôt thérapeutique. Le bilan psychologique, et c'est dans sa partie neuropsychologique, c'est que normalement, il n'y a qu'un seul bilan, c'est le bilan psychologique. Neuropsychologique, c'est une terminologie qu'on ne doit pas utiliser, en tout cas que certains psychologues estiment qu'on ne doit pas utiliser. Dans ce bilan psychologique, il est, soyons clairs, pas nécessaire pour faire le diagnostic. Le diagnostic, il est fait par tout ce que je vous ai raconté avant, mais il n'est pas nécessaire pour faire le diagnostic du tout, du tout, du tout. Il peut être une aide dans le cas des diagnostics complexes, mais là on est dans un autre domaine, mais il n'est pas obligatoire. Il est par contre nécessaire et même recommandé dans le parcours. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, on a besoin de ce bilan. Mais on ne doit pas attendre pour poser le diagnostic d'avoir ce bilan psychologique. Je sais que c'est un point délicat. C'est un point qui a été énormément discuté dans le cadre du groupe de travail à la Haute Autorité de Santé. Je ne sais pas combien de réunions on a passé simplement sur ce point. Aucune recommandation internationale dans le monde ne le recommande comme obligatoire pour le diagnostic. Donc on s'est mis dans la ligne de tout le monde. Bien sûr, ce qui est important, c'est que les psychiatres, les médecins, médecins généralistes même, formés au TDAH, qui font le diagnostic de TDAH, doivent être bien formés pour le faire et doivent effectivement être en mesure de poser un diagnostic sans examen complémentaire pour la majorité des cas. Un examen complémentaire de type bilan psychologique peut être utile, encore une fois, pour un cas complexe, dans le cadre du suivi, ou s'il y a un point d'appel, évidemment, qui vous inquiète sur le fonctionnement cognitif d'un enfant. Et puis, évidemment, en fonction des points d'appel, on va aller chercher d'autres choses, en particulier pour les examens somatiques. Un examen génétique n'est pas obligatoire pour tous les enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est en fonction des points d'appel et des cas les plus complexes. Parmi les derniers points dont je voudrais vous parler, il y en a ceux qui concernent les diagnostics différentiels encore, et notamment celui entre le TSA et le TDAH. Peut-être que vous avez un cours complet là-dessus, mais moi je voulais vous en parler un tout petit peu. Il y a un overlap important, on a dit, en particulier dans le sens du TSA vers le TDAH. Enfin, il y a beaucoup de TDAH dans le cadre du TSA. Est-ce que c'est vraiment des TDAH, tout ça? Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, la littérature aujourd'hui nous dit qu'on peut atteindre jusqu'à 40% et que c'est vraiment une comorbidité très importante. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur, on a parlé tout à l'heure d'un diagnostic qui tenait compte du développement, qui tenait compte de la photo finish et qui tenait compte un peu de ce qui se passait dans la tête des gens. Et là, je trouve que c'est intéressant sur la question des plaintes fonctionnelles. Au fond, vous allez avoir une plainte fonctionnelle qui va être, il ne prend pas les autres en compte dans sa conversation, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il impose son point de vue, n'écoute pas les autres et a seulement son idée en tête. Ça, vous l'avez entendu. Et donc, vous vous dites, c'est un TDAH. Si c'est un TDAH, effectivement, la conversation est fastidieuse, il y a trop d'informations, il est impulsif, il coupe la parole pour aller vite. Le trouble du spectre de l'autisme peut avoir exactement la même plainte fonctionnelle, enfin, les parents vont vous raconter la même chose, mais là, c'est la réciprocité interpersonnelle qui est perturbée. Il va se recentrer sur des sujets spécifiques ou répétitifs pour lui, et donc, au moment où on va parler de quelque chose, eh bien, il va accaparer la parole pour parler absolument de, non pas les dinosaures, mais les mondes qui sont un sujet qui l'intéresse tout particulièrement. Est-ce qu'elles doivent tourner sur la gauche exactement comme tourne sur la droite comme tourne la Terre, ou est-ce qu'elles doivent tourner sur la gauche? Est-ce que, bon, bref, il peut parler des heures de ça. Vous voyez que le même signe, présenté par les parents, ne prend pas en compte le point de vue, n'aura pas la même signification pour un TSA et un TDAH, et donc doivent nous permettre de faire la distinction. Autre chose par rapport à la maladresse sociale. Fait des remarques inappropriées ou embarrassantes, il a des comportements inadaptés, il ne respecte pas les règles. Très TDAH, ça, au fond, ou très TSA. Mais en fait, c'est le même signe, mais ça recouvre une réalité complètement différente. Le TDAH, s'il rencontre par exemple quelqu'un qui est obèse dans la rue, il va dire: Oh, il est drôle, monsieur. On va parler d'un enfant de 7 ans, passé l'âge de raison. S'il est TDAH, il va dire: Oh.
Désolé, j'ai parlé un peu vite. C'est venu comme ça, c'était spontané, c'était impulsif probablement, mais je le regrette d'une certaine manière. Le TSA, il va vous dire, ah ben non, pourquoi je ne l'aurais pas dit puisqu'il est gros? Ben oui, il n'a pas tort, après tout. Il observe quelque chose, il nous traduit ce qu'il observe sans tenir compte du contexte autour de lui. Donc, la plainte fonctionnelle va être la même, mais évidemment, ça va être un peu différent pour ce qui est de ce qui se passe au niveau mentalisation, on va dire, à l'intérieur de son esprit. La communication non verbale, il ne regarde pas les gens dans les yeux. Ça, c'est plus pour le TSA. Alors, dans le TSA, on va avoir l'étranger, évidemment. C'est compliqué. Il ne regarde pas les gens dans les yeux parce qu'il a une anxiété sociale naturelle. Il a de toute façon pas une induction sociale très importante. Il est imprévisible, d'accord? Et il a un déficit de communication non verbale. C'est le trouble du spectre de l'autisme dans toute sa splendeur, c'est-à-dire, au fond, quelqu'un qui a une maladresse sociale importante parce qu'il n'a pas de lecture convenable des codes sociaux. Et évidemment, du coup, il n'en a pas beaucoup. Et du coup, il ne regarde pas les gens. L'évitement du regard, en fait, du TDAH, il est plus lié à sa distraction et à son inattention. Il vous regarde, mais vous ne l'intéressez pas beaucoup, il regarde à autre chose. Il est attiré par autre chose, notamment dans des situations euh, sociales classiques. Et puis, il peut y avoir ceux qui se sont aggravés d'un trouble oppositionnel avec provocation dans des confrontations, un évitement du regard, un peu comme ça, presque dans le défi. Mais c'est en tout cas très différent de ce qui se passe dans le trouble du spectre de l'autisme. Vous allez avoir également comme plainte fonctionnelle le fait de tripoter ses doigts, se balancer d'avant en arrière comme ça. Alors bien sûr, ça peut être une stéréotypie, on l'a évoqué tout à l'heure quand je faisais mon petit exemple là, où je me tapais sur la tête. C'est répétitif, c'est un peu étrange, euh, voilà, et ça a une dimension extrêmement sensorielle, alors que chez le TDAH, ça traduit son impulsivité, son impatience au fond. Pareil pour les routines, les transitions, c'est difficile de changer un peu de choses. Bon, ça nous oriente habituellement vers un TSA. On va dire, ah bah oui, il y a ce qu'on appelait le same-lay, c'est-à-dire il veut que les choses ne bougent pas, il est sensible aux moindres changements, il faut préparer longtemps à l'avance tous les changements, sinon ça ne marche pas. Eh bien, en fait, dans le TDAH, on va pouvoir retrouver cette même plainte fonctionnelle, mais c'est plutôt dans une difficulté à se rappeler, à maintenir les routines parce qu'il est inattentif, avec une préférence pour le changement. Presque. C'est-à-dire, au fond, comme il est impulsif, préférence pour le changement. Donc, du coup, tout ce qui est routine va, par exemple, le perturber. Vous voyez? Et donc, c'est un peu différent qualitativement. Et voilà, je tiens à dire quand même que ce magnifique tableau est largement inspiré du travail qu'a fait Mario Speranza, qui fait un travail extrêmement intéressant sur ces distinctions et en général sur la mentalisation. Et que donc, je n'en suis pas propriétaire intellectuel, si on peut dire, même si je l'aime beaucoup. Sur le TDAH et le trouble bipolaire, c'est un élément important parce que il y a énormément, alors on nous raconte beaucoup d'histoires sur la comorbidité, pas sûr, très difficile parce qu'en fait, chez l'adolescent en particulier, chez l'enfant, c'est très rare. Autant le dire tout de suite, j'en ai vu peut-être une dizaine dans ma carrière, mais il se trouve que je suis un peu spécialisé dans tous ces troubles. Et donc, 10, c'est pas beaucoup en réalité. Les schizophrénies précoces, par exemple, avant 13 ans, j'en ai vu plus d'une centaine. Mais le trouble bipolaire de l'enfant, j'en ai vu vraiment ça se compte sur les doigts de la main. Une dizaine, je me vante presque. Chez l'adolescent, par contre, c'est autre chose. C'est presque 1 à 1,5% des adolescents qui ont un trouble bipolaire, population générale. Donc, c'est vraiment très fréquent. Par rapport aux 5% que sont les TDAH, vous voyez, on est dans des choses, des troubles qui sont fréquents. Et là, la distinction, elle n'est pas toujours facile. Alors, évidemment, la première ligne, c'est la plus importante. L'irritabilité, elle est fréquente, même si elle n'est pas un signe de TDAH. L'irritabilité de l'enfant avec avec un trouble bipolaire, elle est fluctuante. Et ça, c'est un élément important. Elle est évidemment, alors après, associée à des signes dépressifs, à des signes maniaques, mais en tout cas, elle est surtout fluctuante, c'est-à-dire qu'elle a une alternance de périodes calmes. Attention, hein, on a dit, hein, cette distinction que quand il y a une stimulation, l'enfant peut avoir une diminution de son, de son attention, enfin une augmentation de son attention et donc être plus calme, être plus paisible, mais c'est par période. Et sinon, le reste du temps, il y a quand même cette hyperactivité. Le TDAH est sensible à ce que dit l'entourage. Le trouble bipolaire, ben non, beaucoup moins, en période d'irritabilité en particulier. Les idées suicidaires sont fréquentes dans le trouble bipolaire, plutôt rares dans le TDAH, sauf dépression associée.
Les symptômes psychotiques sont évidemment chez l'enfant, hein, et l'adolescent, je veux dire, extrêmement fréquents, 30 à 70% des cas, alors qu'ils sont absents dans le TDAH, ou alors c'est autre chose. Vous allez me dire, on peut avoir une schizophrénie et un TDAH. C'est possible, on peut avoir beaucoup de choses tout ensemble, mais c'est quand même pas fréquent. Les conduites sont en général dans le trouble bipolaire, quand elles sont inadaptées, focalisées sur un but, on fait quelque chose et tout de suite, alors que la tendance est plutôt à papillonner dans le TDAH. Il n'y a pas de déficit cognitif dans le trouble bipolaire, en tout cas pas habituellement, alors que habituellement, avec le trouble 10, avec autres, on a des troubles, en tout cas cognitifs, et des troubles des apprentissages qui sont liés, ce qui n'est pas du tout le cas dans le trouble bipolaire. Tout ce qui est grandiosité, mégalomanie, logorée, élation de l'humeur et non pas relation de l'humeur, fuite des idées, hypersexualité, notamment chez les adolescents, et évidemment faisant partie du tableau de troubles bipolaires précoces, alors qu'il n'est pas dans le TDAH. Donc vous voyez, cliniquement, on a quand même des moyens de faire la distinction. La perte de sommeil, elle est quand même courante dans le trouble bipolaire. Elle est fréquente, mais 20%, chez le TDAH. Donc, c'est pas tous. Alors que quand même, c'est pratiquement un signe cardinal. Sans compter qu'évidemment, dans les troubles bipolaires, vous avez des antécédents de troubles bipolaires, alors que dans le TDAH, vous n'avez pas d'antécédents de troubles bipolaires. Vous avez des antécédents de TDAH. C'est quand même pas tout à fait la même chose. On parlait tout à l'heure des dysrégulations émotionnelles, qui sont pas la même chose que le trouble bipolaire lui-même. Pour le TDAH, ça n'a rien à voir. Le trouble perturbateur de l'humeur, disruptive mood dysregulation. Euh, D'abord, le lithium marche dans le trouble bipolaire. Clairement, il ne marche pas dans le trouble perturbateur. La durée des troubles est continue dans le trouble bipolaire, elle ne l'est pas dans le trouble, elle discontinue dans le trouble bipolaire, elle est continue dans le trouble dysrégulateur. Je trouve que c'est pas bien clair, mes petits ronds, donc n'en tenez pas compte. La comorbidité avec le TDAH est évidemment pas du tout importante dans le trouble bipolaire, beaucoup plus importante dans le trouble, dans le trouble de dysrégulation perturbateur de l'humeur disruptive. Les antécédents familiaux sont très importants dans le trouble bipolaire, beaucoup moins dans le trouble, le DMDD. Les symptômes psychotiques importants dans le trouble bipolaire, pas du tout dans le DMDD, d'accord? Et les facteurs environnementaux et les troubles des apprentissages n'existent pas beaucoup dans le trouble bipolaire, on vient de le dire, et beaucoup moins dans le DMDD, et par ailleurs dans le DMDD. Le truc qu'il y a, c'est que c'est une rage. C'est extrêmement éruptif, c'est extrêmement important et ça n'a pas grand-chose à voir en réalité, même si le signe, enfin, si l'existence de disruption, de dysrégulation émotionnelle est importante dedans et peut laisser entendre que ce serait une dimension partagée avec le TDAH, ce qui est vrai, mais enfin, ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec le TDAH. Bon, le parcours, je vous le passe. Un élément, je voulais le dire quand même. Ces enfants qui ont un TDAH sont particulièrement sensibles au harcèlement, beaucoup plus que d'être harcelés eux-mêmes, même s'ils peuvent être aussi des harceleurs. Ce n'est pas des enfants perturbateurs, comme on le dit souvent, ils peuvent l'être, mais aussi, mais ils sont quand même plus souvent victimes que acteurs. Et ça, c'est un élément très important, c'est que le harcèlement touche aujourd'hui un enfant sur 8, sur 5. C'est vraiment colossal. Alors peut-être aussi parce qu'on en prend plus compte, mais enfin, c'est un élément important à prendre en compte dans les antécédents. Je vous mets un petit mot quand même sur la question de l'estime de soi, parce que c'est un élément clinique. On dit que ça fait partie du tableau, ça fait partie du tableau, mais c'est tellement imprécis. Mais c'est vrai que c'est très courant, voilà. Et on sait bien que cette estime de soi, elle ne fait que s'aggraver dans cette espèce de cercle vicieux où on va anticiper les interactions comme étant négatives. Bah forcément, vous ne regardez pas les gens dans les yeux, donc c'est pas tellement vos potes. Résultat des courses, vous les évitez, et à la fin, vous vous sentez de pire en pire, et vous avez ces difficultés d'estime de soi qui vous amène à une forme de procrastination, de ne pas faire les choses, parfois d'un certain perfectionnisme qui peut arriver également, et évidemment l'impulsivité et l'hyperactivité qui viennent aggraver tout ce tableau. Ce petit graphique que j'aime beaucoup, qui montre très bien en fait que l'hyperstimulation, donc la partie du haut, permet à l'enfant d'être hyper focus. Il se sent efficace, créatif, productif, mais malheureusement, il est fatigué. Et vous le verrez dans la sémiologie adulte, c'est vraiment un élément important puisque
C'est ça qui fait le lit du burn-out. C'est ça qui fait le lit aussi, d'ailleurs, de la certaine consommation de toxiques, en particulier ceux qui prennent de la cocaïne. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ils ont besoin, pour se sentir bien, quoi, d'être efficaces, d'être créatifs, d'être productifs, d'être TDAH. Mais du coup, c'est dans un environnement d'hyperstimulation qui leur permet enfin d'être hyper focus, je dirais même simplement normal focus, mais au prix d'un épuisement, et donc d'un épuisement de fatigue, d'une dégradation, enfin d'un risque somatique même qui peut leur arriver. En situation hypofocus, de pauvre stimulation, ils sont hypofocus, donc ils ont une dysrégulation émotionnelle, une procrastination, une inefficacité, des erreurs, voilà. Et dans la journée, ça va pouvoir, il va se retrouver, comme sur la courbe rouge, l'enfant va se retrouver en fonction des cours. Et donc du coup, on va dire, c'est pire encore, parce qu'on va dire, ah, bah, cet enfant, alors quand il aime bien le cours d'histoire-géographie, il est adorable. Et il est même très performant. Puis par contre, il n'aime pas du tout, je sais pas moi, le français, et du coup, il n'est pas du tout performant, et ainsi de suite. Et c'est ça, c'est comme ça que c'est signé. Et donc, ne vous laissez pas tromper par le côté pseudo-fluctuant des symptômes, alors qu'ils ne sont aucunement fluctuants, mais simplement à des moments plus ou moins visibles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je m'excuse encore de ne pas vous faire un cours en direct. Je sais, à vrai dire, quand je l'enregistre, là, je ne sais même pas si Yann le diffusera, mais je l'espère. Si vous le regardez, c'est que vous l'avez vu. Peut-être un petit rappel pour ceux d'entre vous qui sont psychiatres, et même les autres d'ailleurs. On fait une campagne qui s'appelle Choisir Psychiatrie, qui est une campagne importante, qui a pour objectif d'inciter les étudiants en médecine à choisir plus la psychiatrie qu'ils ne le font, d'inciter les étudiants tout court à rentrer en médecine pour faire de la psychiatrie ensuite, et également de travailler sur la question de la déstigmatisation, alors dans un but un peu sournois et indirect, de se dire si toute la société voit la psychiatrie d'un meilleur œil, finalement, quand les étudiants diront tiens, je veux faire psychiatrie, leurs parents leur diront bah tiens, c'est une bonne idée parce que c'est bien, mais aussi parce que c'est quand même vertueux de s'intéresser aux questions de stigmatisation, et avec derrière tout ça une idée simple qui est on trouve notre métier formidable. On trouve que effectivement, il est formidable au quotidien, dans le travail quotidien. Alors bien sûr, dans les hôpitaux, c'est compliqué, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, il est quand même, c'est formidable et extrêmement gratifiant. C'est aussi une discipline qui a considérablement évolué ces dernières années et qui est capable aujourd'hui de nous permettre de travailler dans différents domaines. On peut travailler plus spécifiquement sur des populations vulnérables, migrants, en prison ou autres, parce qu'on a une fibre pour ça. On peut découper des souris du matin au soir pour travailler sur les neurotransmetteurs parce qu'on a une fibre pour ça. On peut s'intéresser à l'intelligence artificielle et partir dans la Silicon Valley où il y a un nombre de psychiatres incroyables parce qu'on a une fibre pour ça. On peut consulter et voir des gens qui ont des troubles anxieux, des troubles dépressifs parce qu'au fond, on aime bien et avoir ce sentiment. On a énormément de possibilités de travailler. On peut faire de la santé publique, on peut faire de la génétique, enfin j'en passe et des meilleurs. Et ça, c'est formidable. Et tout ça a beaucoup évolué, les neurosciences et autres. Et vraiment, on voudrait pouvoir transmettre ça. Et donc, on essaie de le transmettre sur le site. C'est une campagne qui est portée par le Collège national des universitaires de psychiatrie, mais également par la FEP, l'Association des internes, également par l'ANEMF, l'Association des étudiants en médecine, et qui, au fond, est la campagne des 15 000 psychiatres. Donc, elle nous appartient à tous et on doit tous pouvoir l'utiliser, tous pouvoir l'accaparer. Certains d'entre vous ont probablement vu des éléments de cette campagne. Si vous le voyez, moi j'ai un t-shirt de la campagne, de Choisir Psychiatrie, on ne le voit pas très bien, enfin en tout cas des nuits de la psychiatrie. On peut obtenir les logos partout et facilement sur le site, on s'inscrit et vous obtenez tous les logos et autres, en faire ce que vous voulez, les mettre sur un mug, les mettre sur un t-shirt, les mettre à côté du logo de votre hôpital, du logo de votre service, du logo de votre labo de recherche. Faites ce que vous voulez. Parlez-en, 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 parce que si c'est la campagne de tout le monde, ça marchera. Si c'est la campagne de personne, ça ne marchera pas. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Désolé de ne pas pouvoir enfin, que je puisse pas répondre à vos questions en direct, mais vous avez mon mail ici. N'hésitez pas une seule seconde à me mettre un petit mot. Je vous répondrai avec un immense plaisir. Merci bien et au revoir.